Mesdames, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la deuxième demi-finale de la série B des grands débats El Araki. L'Europe et l'Afrique sont deux continents unis par un contexte historique, culturel et géographique commun, mais qui ne se limitent pas au niveau politique, économique et humain. La coopération entre l'Union européenne et l'Afrique s'est appuyée très tôt sur la nature riche et diversifiée des rapports entre les deux continents, tout en poursuivant une dynamique sur le plan plus large de l'évolution politique et économique. Nicolas Hulot a dit « L'avenir de l'Europe est lié au sort de l'Afrique ». Et c'est exactement là où se pose la question. Les destins de l'Europe et l'Afrique sont-ils intimement liés? La réponse, on l'aura aujourd'hui, chers camarades, puisque le sujet du débat de ce soir s'intitule « L'Afrique et l'Europe ne peuvent que s'enrichir ensemble ou couler ensemble ». Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'équipe du Pour, la première année Sciences Maths 1. Et que serait un débat sans une équipe du contre? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement la première année Sciences Maths 2. Les débatteurs seront notés par des critères bien précis par notre honorable jury, qui nous accompagne comme dans chaque débat. Notre jury ce soir est composé de Monsieur Uhdo, Madame Leraki et Monsieur Nezar. Je voudrais tout d'abord rappeler les règles du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, c'est-à-dire 20 minutes. En cas de rapprochement du niveau des équipes, le jury peut accorder 2 minutes supplémentaires sous forme de face-à-face entre 2 élèves des 2 classes. Ils auront alors à nous convaincre une dernière fois. L'audience est aussi tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-après. Maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. Ne pas monter sur scène à la fin du débat. Interdiction d'utiliser les téléphones portables. J'appelle monsieur le directeur pour tirer au sort l'équipe qui commencera le débat. C'est la première séance maths 1 qui commence. Bonne chance. Chère audience, honorable jury, monsieur le directeur, mes camarades, bonsoir. Il a fallu que je prépare ce débat en parallèle avec mes révisions pour les examens. Donc je me suis permis de revisiter mes cours d'histoire pour en faire une arme. Voilà comment. Revenons un peu en arrière ensemble. Discuter les premiers mouvements de colonisation, l'impérialisme, le capitalisme, les guerres mondiales et les crises économiques. Discuter pays du Nord et pays du Sud. Donc discuter colonisés et colonisateurs. Tous ces Italie, Allemagne, Angleterre, France, Espagne, Maroc, Libye, Congo. En peu de mots, Europe et Afrique. Allons discuter aussi les solutions prises à l'égard des crises ou encore les pressions colonisatrices européennes à l'égard des pays africains. Mesdames et messieurs, l'Europe et l'Afrique sont 2 continents unis par un contexte historique, culturel et géographique. Leurs relations ne datent pas d'hier. Notez bien les premières explorations européennes en Afrique remontent à l'Antiquité, au Moyen-Âge et encore au XXe siècle. Soulignez maintenant que ces relations ne se limitent pas mais, uniquement aux relations étroites qu'elles entretiennent au niveau politique, économique et humain, mais aussi sur des rapports riches et diversifiés, tout en poursuivant une dynamique sur le plan large de l'évolution de ces continents. Vous ne vous êtes pas posé la fameuse question « Pourquoi choisir cet or noir pour l'Europe ?» Mesdames et messieurs, la réponse pour cette question serait la réponse à l'intitulé de notre sujet ce soir. Bref, pourquoi une force mondiale si importante ferait-elle autant d'efforts pour maintenir ses relations privilégiées avec le continent africain si elle ne voyait pas son futur, son bien-être et tous ses intérêts en Afrique? Et pourquoi l'Afrique noire a-t-elle elle-même choisi l'Europe comme étant
partenaire principal? Eh bien, il serait amusant de répondre autrement que à cause de la dépendance mutuelle entre ces deux dernières appelées Eurafrique, c'est-à-dire l'unité Europe et Afrique. Et comme nous savons tous, une unité, c'est-à-dire deux éléments qui forment un tout. Et merci. Monsieur le directeur, honorable jury, chère assistance, bonsoir. Alors tout d'abord, je voudrais rebondir sur votre introduction et que je trouve trop naïve parce que si vous croyez que les politiques servent à faire plaisir au peuple, alors vous avez totalement tort. Alors, l'Afrique du Nord, liée à l'Europe par ce grand lac intérieur qu'est la Méditerranée, et se trouve coupée du reste de l'Afrique par le Sahara. Depuis la plus haute antiquité, la Méditerranée s'est caractérisée comme étant le carrefour des civilisations et le centre d'un commerce intense. Jusqu'à une date récente, seules des caravanes traversaient le désert et le trafic le plus actif était celui des esclaves noirs. Ceci explique son histoire, l'Afrique et l'Europe ont été en contact étroit et du coup ils ont partagé des liens qui se sont plusieurs fois renversés au long des siècles. Alors aujourd'hui, la question qui s'impose et qui s'oblige à être posée de par sa pertinence et sa légitimité est: est-ce que les liens que partagent ces deux continents sont si forts, sont si brutaux, au point que la richesse ou la chute de l'un dépend inéluctablement de l'autre? Bien évidemment, notre équipe vous répondra non et s'appuiera sur des faits avérés, des arguments tangibles pour vous convaincre. Et puisque la formation du sujet nous le permet, nous allons principalement défendre deux idées. Si l'Europe s'enrichit, l'Afrique ne va pas s'enrichir. Et si l'Europe coule, l'Afrique ne coulera pas. Et nous ne défendons pas cette position parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous croyons, en tant que fervents défenseurs de l'Afrique, que notre continent est voué à l'indépendance et à la réussite. Nous avons longtemps été stigmatisés dans le sous-développement pour permettre à l'Europe de continuer sa course vers le statut de superpuissance. Nous avons innocemment accepté ces aides financières, alors qu'en réalité, nous offraient des cadeaux empoisonnés. Nous avons longtemps été de simples témoins, de faibles témoins, quand le vieux continent venait nous démembrer et nous priver de nos matières premières en toute impunité. Mais aujourd'hui, comme l'avaient prédit certains grands visionnaires, je pense notamment à Louis Farrakhan, à Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui le moment est venu pour que l'Afrique se relève et brille de toute sa splendeur, seule, loin de cette communauté européenne qui nous vend en nous que l'échappatoire à sa propre crise. Car l'Afrique est jeune et le peuple africain est intelligent. Et ce peuple a choisi d'avoir maintenant de nouveaux partenaires économiques, comme l'Amérique du Sud, comme l'Asie, qui ne partagent pas les objectifs égoïstes et pervers de l'Europe. Alors, il est normal que nos opposants aujourd'hui vont avancer des arguments qu'ils auront déduits de manière quelque peu douteuse, puisqu'ils ont à défendre une idée, il faut le dire, scandaleusement indéfendable. Ils auront peut-être même jusqu'à faire des discours pétris d'a priori surannés et de préjugés arriérés que propagent d'ailleurs parfaitement les médias occidentaux, notamment la corruption, les dictateurs, les épidémies ravageuses, etc. Mais la pure et noble réalité que ces médias essaient d'obscurcir est que l'Afrique est désormais le continent de l'espoir. Et n'a plus besoin d'hommes ou d'institutions européennes puisqu'elle a des peuples forts, politiquement éduqués et solidaires. L'Africain notre vivant refuse de s'abandonner à des postures victimaires liées au racisme, au paternalisme. Et il est conscient du potentiel de son continent. D'ailleurs, nous, les étudiants qui sont présents dans cette salle aujourd'hui, nous sommes les futurs leaders de l'Afrique. Nous sommes la postérité de Malcolm X, de Patrice Lumumba. Afrique superpuissance n'est plus une oxymore, mesdames et messieurs. Une ère africaine, une ère nouvelle, est en marche. L'ère africaine. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez cité que la Chine serait un bon partenaire pour l'Afrique, mais je ne vois pas comment la Chine, avec un faible taux de natalité, un faible taux de croissance et qui a été colonisée anciennement par une île qui est le Japon, pourrait être un bon partenaire. Je commence. L'Afrique, un continent avec 30 millions de km² de superficie et plus d'1 milliard d'habitants répandus sur 54 pays. 54 pays qui font face à de nombreux défis. Des défis économiques, des défis sanitaires, des défis géographiques et enfin des défis politiques. L'Afrique, mesdames et messieurs, est en crise. Et oui, je dis bien une crise. Son développement économique est fortement lié à celui de l'Europe, son premier partenaire commercial, car elle absorbe plus de 40% des exportations du continent africain. L'importance commerciale et économique de l'Europe est particulièrement vraie pour les pays de l'Afrique du Nord, tels que le Maroc, la Libye, la Tunisie et enfin l'Algérie, mais aussi pour les petites économies, telles que le Madagascar ou le Mozambique, dont plus de 60% des exportations vont vers l'Europe seulement. Le marché européen peut être aussi fondamental et essentiel pour quelques pays comme le Cap-Vert, dont plus de 90% des exportations vont à l'Europe uniquement.
Chers camarades, malgré la présence de nouveaux acteurs comme la Chine, l'Inde et le Brésil pour soutenir financièrement l'Afrique, l'Europe, et oui, l'Europe demeure premier soutien financier du continent africain avec une aide annuelle qui part aux alentours des 15 milliards de dollars. Ainsi, l'Europe est le premier contributeur mondial et historique du développement du continent africain. Parlons maintenant un peu argent, un peu investissement. L'Afrique a encore besoin des fonds des migrants qui viennent principalement. L'Europe, le premier contributeur. Parlons un peu investissement. L'Afrique a encore besoin des fonds des migrants qui viennent principalement des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie et même le Portugal, avec respectivement 42%, 16%, 15,5% et enfin 7%. Elle a aussi besoin des investissements directs et étrangers qui constituent un élément important des ressources des pays producteurs d'hydrocarbures ou aussi nommés pays producteurs de pétrole. Du fait, il serait absurde, mesdames et messieurs, de dire qu'un continent comme l'Afrique, un continent en crise, est indépendant de son premier partenaire commercial, au moment où il a largement été influencé et il a souffert de la dernière crise de 2008. Mes chers camarades, mettez les pieds sur terre et admettez que l'économie africaine est largement dépendante de l'économie européenne, parce que si cette dernière coule, l'Afrique suivra. Merci. Faible taux de croissance, vous me faites rire. La Chine atteint 7,7% comme taux de croissance, un taux faible pour tout naïf qui ignore l'actualité économique. D'abord, je voudrais clarifier quelques points, car en entendant une certaine personne dire que l'enrichissement de l'Europe et de l'Afrique s'impliquent mutuellement, avant d'en rire, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir des gens qui croient à toute information avant même de pouvoir l'analyser. Et je vous laisserai bien sûr témoigner de l'exemple vous-même. C'est à propos de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la Mauritanie qui ont approuvé définitivement le 10 juillet 2014, au cours de la 40e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté ouest-africaine tenue à Accra, la signature de partenariats économiques avec l'Union européenne, bien sûr. C'est l'information crue, dépourvue de toute analyse que tout le monde a connue en 2014 et on a jugé de positif pour les deux continents. Mais détrompez-vous, chers opposants, c'est tout à fait le contraire, car à l'épreuve des faits, tous les acteurs d'Afrique de l'Ouest ont compromis depuis le début des négociations qu'il ne s'agissait pas d'une négociation pour le développement économique, parce qu'on ne peut pas exercer de telles pressions sur des continents pour signer un accord qui est favorable pour le propre destin. Tout comme on n'a pas besoin de se cacher pour paraffer des accords qui ont des conséquences supposées positives pour les populations. Ainsi, l'Europe cache bien son jeu, chers opposants, car que vous l'acceptiez ou non, avec la crise euro, l'Europe impose des traités économiques pour s'enrichir aux dépens de l'Afrique. Mais bien sûr, je ne vous demande pas d'être d'accord avec ce point de vue, mais d'être un tout petit peu plus logique en tant qu'Africains qui, pour vous, ne peuvent que subir de l'Europe sans pouvoir riposter. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Europe et l'Afrique, deux continents différents qui étaient et restent encore unis, politiquement, historiquement, économiquement, mais aussi socialement. Mais dans mon intervention, nous allons nous concentrer sur le côté social. Laissez-moi vous parler d'abord des études supérieures, puisque plus de 380 000 Africains finissent leurs études en dehors de l'Afrique, dont les 2/3 les finissent en Europe, acquises leur éducation, leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. Certes, la plupart terminent leurs études et restent en Europe, mais cela ne les empêchera pas de contribuer au développement de leur pays en Afrique. Et cela d'un côté montre que l'Europe a besoin des cerveaux africains. Mais il ne faut pas nier aussi que ces minorités qui reviennent chez elles enrichissent leur pays et cela, entre parenthèses, nous montre d'un autre côté que l'Afrique a besoin de la formation européenne. Cela nous renvoie encore au rôle que joue l'Europe dans le secteur de l'éducation par rapport à l'Afrique, car les pays africains calquent leur système éducatif sur ceux européens.
Maintenant, on va passer très brièvement au côté touristique où l'on trouve que l'Afrique a connu une croissance du nombre de touristes internationaux ces dernières années, dont les Européens seuls dépassent la moitié, avec un nombre de 50 millions de personnes. Et en contrepartie, l'Europe reste la première destination des touristes africains, faveur en réciproque. Chers camarades et chère présence, ma conclusion serait très simple. Si un Africain coule, un Européen coule. Si un Africain est rejeté, une infrastructure européenne sera démantelée. L'Afrique et l'Europe, l'une dépend de l'autre, l'une enrichit l'autre, l'une complète l'autre. C'est notre diversité et notre richesse. Nos différences nous complètent, la distance nous rapproche. Nous sommes tout simplement inséparables. Merci. Chers camarades, juste pour faire un point, l'Europe n'a plus l'impact politique qu'elle avait avant. La preuve est que le Mali avait refusé l'intervention dans les négociations avec le mouvement Azawad et adopté pour l'intervention maroco-algérienne. Passons. La crise financière n'est pas la seule ombre au tableau de la future prospérité européenne. L'Europe est sur le point de connaître une crise démographique et elle n'est guère mieux préparée à ce lent désastre qu'elle ne l'était à l'effondrement potentiel de sa monnaie. Comme nous le savons tous, l'Europe est reconnue mondialement comme étant le vieux continent, et ce, à cause de la baisse de la population active, considérée comme un pilier essentiel à l'épanouissement de l'économie de tout pays. C'est pourquoi nous observons un taux élevé d'immigrés dispersés partout en Europe, principalement en France. Toutefois, ce que la majorité d'entre nous ignore, c'est que ces immigrés font bien plus de bien que de mal au pays qui les héberge. D'après des études menées par la faculté des sciences politiques, sociales et juridiques de Lille, l'immigration légale rapporterait un montant pouvant arriver à 60,3 milliards d'euros, qui n'en reverse que 47,9 milliards, ce qui nous donne un solde positif de 12,4 milliards d'euros, mes amis. De plus, il faut ajouter d'autres revenus, pas toujours monétaires, mais d'une très grande importance sociale et économique. Les immigrés occupent l'immense majorité des emplois dont les Français en particulier et les Européens en général ne veulent pas. De ce fait, 90% des autoroutes sont construites et entretenues par la main-d'œuvre étrangère. Sans immigrés, les prix à la consommation seraient bien plus élevés, la main-d'œuvre étant bien moins payée. Maintenant que nous avons exposé les faits présents, projetons-nous vers le futur, celui de l'Afrique bien évidemment. Suite au développement significatif que nous remarquons déjà dans certains pays africains, notamment le Maroc, les citoyens seraient dissuadés, voire réticents à l'idée de quitter leur patrie pour aller vers une terre inconnue à la recherche de gagne-pain, alors qu'ils pourraient le récolter dans leur propre pays, tout en participant à l'épanouissement de ce dernier. Petit à petit, le taux d'immigration baissera. Mais dans ce cas, qu'adviendra-t-il de l'Europe? Ne s'étouffera-t-elle pas? Eh bien, mes chers camarades, remettons les pieds sur terre pour oser voir la vérité en face. En s'enrichissant, l'Afrique mènera l'Europe à sa perte. Merci. Mes chers camarades, le Mali est une exception entre 54 États africains, dont la plupart sont toujours dépendants des interventions militaires européennes, telles que celles de l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Mesdames et messieurs, bonsoir. La dépendance de l'Europe dépend essentiellement de la collaboration avec tous ceux dont l'Union pourrait constituer une troisième force. Mais pour que cette collaboration devienne une garantie de paix efficace, il faut aider l'Afrique, car l'Asie déserte de plus en plus le marché mondial et se retranche derrière une économie nationale fermée. C'est à l'Europe, mesdames et messieurs, qu'incombe la tâche d'organiser les échanges entre l'Orient et l'Occident, mais l'Europe ne peut remplir sa mission que dans le plein épanouissement de son travail et de son commerce. Pour cela, une structure économique qui lui assure une indépendance véritable se révèle donc indispensable. La formation de l'Eurafrique, mes chers camarades, dépend de l'Europe. L'Afrique est la réserve de l'Europe. C'est le continent le plus riche en énergie. Je cite que l'Afrique possède plus de 40% des énergies hydrauliques du monde.
190 millions de CV attendent d'être utilisés et il représente l'équivalent de 5 780 000 travailleurs manuels, ce qui vaut 2,5 fois la population du globe. L'Europe et les autres continents ne constituent guère une unité naturelle. Par contre, l'Europe et l'Afrique se complètent admirablement, même du point de vue climatique, et la Méditerranée ne joue pas d'autre rôle que celui d'un tout petit lac intérieur qui fait de l'Afrique et de l'Europe un seul continent. Réalisant l'union du Sud et du Nord, si l'Europe s'allie à l'Afrique, elle sera délivrée du souci des matières premières, garantira aussi sa croissance économique et démographique et évitera d'être provincialisée dans le nouvel espace mondial. Par contre, l'Afrique devrait devenir ainsi la base du commerce européen, qui sera l'une des 3 grandes forces territoriales, je cite, l'Amérique, l'Asie et l'Europe. L'Afrique bénéficiera grandement de l'expertise technique dans les domaines médical, scientifique, technique et j'en cite d'autres. Des savoir-faire et aussi des capitaux qui conduiront l'Afrique vers une évolution dynamique vers l'industrialisation. Merci. Premièrement, il n'y avait pas que le Mali, il y avait aussi l'Afrique centrale, il y avait aussi la Libye, où l'intervention française militaire a échoué et elle a été encore rejetée. Un deuxième point, toutes les statistiques que vous venez de nous donner, ce sont des statistiques qui ne s'adaptent pas avec l'intitulé du sujet parce qu'on va s'enrichir ensemble. Mais quand tu me dis que l'Afrique c'est la réserve de l'Europe, c'est de l'esclavage et ce n'est pas un enrichissement mutuel. Donc je passe. Mes amis, avant que vous soyez marocains, vous êtes des Africains. Et avant d'être marocains, vous êtes des Africains. C'est une vérité, c'est que vous le vouliez ou non, c'est malgré vous. Donc soyez fiers d'appartenir à ce continent riche qui regorge de ressources, car l'Afrique ne peut pas seulement se nourrir elle-même, mais elle peut nourrir le monde entier. Durant des décennies, on a cru que l'Europe est notre seule issue, notre seul échappatoire vers le développement. Mais aujourd'hui, je crois que moi, Africain, dois oser. Doit être le catalyseur qui promouvoit le changement et doit être l'entrepreneur qui s'acharne sur les innombrables opportunités de projet. Et doit être aussi le leader qui va aider à démocratiser ces régimes. Heureusement, plusieurs pays africains sont devenus conscients de cette idée-là, l'idée de l'importance de développer leur continent. Alors d'ici, je salue chaleureusement les initiatives d'investissement gigantesques du Maroc dans l'Afrique de l'Ouest. On est en train de transporter notre savoir de faire, dont la télécommunication, l'infrastructure, système bancaire, moyens de transport, etc. Un point qu'on va détailler encore plus avec mon ami Ayman. Et aussi, je tiens aussi à saluer l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, dont les investissements dédiés vers l'Europe, dédiés vers les pays africains, surtout ceux de l'Est et du Sud, ont connu une hausse de 500%. Je dis bien 500%. Donc, mesdames et messieurs, c'est devenu très très clair que notre destin est relatif, un destin est relatif à nous-mêmes et que ce sont que nous, les Africains, qui pouvons décider de notre sort. Merci. Parler de la dépendance de l'Afrique pour l'Europe, c'est évoquer un passé lourd de signification, un théâtre de projection idéologiste, un passé complexe qui fait l'objet de toute simplification. Cependant, l'Europe a autant besoin de l'Afrique que l'inverse, car après la crise de 2008, l'Europe a connu une montée du chômage partout dans le continent, un faible taux de croissance, un faible taux de natalité et même négatif dans quelques pays tels que l'Allemagne. L'Europe a besoin de se régénérer de cette crise. L'Europe a besoin de se régénérer de cette crise pour diminuer les problèmes que je viens de citer. Ce qui veut dire, l'Europe a besoin de l'Afrique pour survivre. L'Afrique, de son côté, ne peut en aucun cas remplacer son premier partenaire économique, qui est l'Europe, ni par les États-Unis, car ce pays qui a connu le développement et la croissance après la Première et Deuxième Guerre mondiale, et qui, jusqu'à aujourd'hui, soutient encore les conflits internationaux pour garder son statut international et conserver sa survie. Ni par la Chine, dont l'économie n'est pas en faveur de l'Afrique, car elle se base essentiellement sur l'export d'armes. Cependant, l'Afrique a besoin d'un partenaire plus pacifique,
plus proche, un partenaire dont l'économie convient à celle de l'Afrique. L'Afrique a donc, en d'autres mots, l'Afrique a besoin de l'Europe. Ce besoin mutuel entre les deux continents peut être transformé en un partenariat gagnant-gagnant, qui se base sur trois axes de réflexion. Premièrement, accompagner les transferts de connaissances, de technologies et les investissements de l'Afrique et de l'Europe vers l'Afrique. Deuxièmement, fonder le partenariat gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique sur des bases plus équitables en prenant compte les intérêts des deux parties. Troisièmement et finalement, surmonter la tentation isolationniste de l'Europe en s'appuyant sur la dynamique africaine. Il faudra, pour y parvenir, dépasser nos craintes, nos malentendus et notre sentiment de repli, pour renouveler la relation entre l'Europe et l'Afrique, une relation fondée sur un besoin réciproque. Merci. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que vous allez avancer des arguments, on dirait tirés de quelque manière quelque peu douteuse, pardon. Et je crois que je n'ai pas tort, parce que depuis tout à l'heure, on essaie de corriger vos informations, mais vous continuez dans votre lignée, mais bon, ça ne m'étonne pas vu votre manque de sérieux, je vous rappelle que vous avez déjà essayé de rendre forfait. Bref. S'il y a bien quelque chose qui m'impressionne chez les Occidentaux, c'est leurs médias. Ils ont cette capacité à la fois puissante et dangereuse de transformer un peuple avec tout son génie en une simple masse abétie et consommatrice. Sauf que, et depuis des siècles, l'Europe s'est acharnée à nous faire croire que les intérêts de l'Afrique se trouvent au nord. Sauf que, depuis quelques années, un nouveau vocabulaire est apparu. Je pense notamment à l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, les coopérations sud-sud, les partenariats win-win. Et notre pays lui-même a montré que ce florilège d'expressions est tout à fait d'actualité. D'ailleurs, nous sommes en train de marcher sur les pas de Mehdi Ben Barka qui voulait créer une autre Afrique, l'Afrique libérée du joug de l'impérialisme, l'Afrique libérée des dictateurs et du capitalisme. Bon, parlons de l'investissement marocain en Afrique subsaharienne. La ruée tardive de nos entreprises vers l'Afrique est la preuve vivante et flagrante que de l'échec de notre politique commerciale orientée pendant 50 ans vers l'Europe. Au jour d'aujourd'hui, ces investissements ont fait diminuer le déficit de notre pays de 7%. On parle de 7%, c'est énorme. Oui, je sais. Mais ces bienfaits ne se limitent pas seulement à notre pays parce que les filières de nos entreprises marocaines, notamment la CIMAF, ont créé un nombre important d'emplois dans les pays africains. Résultat, un impact socio-économique important, notable et profitable à tous. Certes, le tropisme africain du Maroc a tardé. Certes, il nous a fallu des décennies pour sortir de cette léthargie où l'Europe nous a plongés. Mais un réel sentiment de solidarité est en train de s'installer entre nos peuples. D'ailleurs, avec mon ami Merwan, on en a parlé tout à l'heure, on est parti voir des Ghanéens, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Mauritaniens qui font leurs études à la faculté de sciences à Marrakech. Et on leur a demandé comment ils voyaient le futur de leur pays, de leur continent, pardon. Alors, leur réponse était unanime et sans équivoque. Ils ont réussi à fortifier notre croyance en coopération sud-sud et ils ont réveillé ce besoin existentiel et identitaire en nous d'appartenir à l'Union africaine. Alors, vous pouvez continuer de croire en coopération hors Afrique, mais cela prouvera uniquement que vous êtes sourd, aveugle, avec une morale non-voyante. Merci. Tout d'abord, pour vous répondre, il faut savoir que les grands débats, c'est comme un jeu de stratégie. Et à chacun sa stratégie, la nôtre était de déclarer forfait. Bref. Pour répondre aussi à votre intervention, j'aimerais dire que l'Afrique du Sud a été colonisée par l'Angleterre. Et leurs investissements sont toujours présents, donc ne parlez pas d'indépendance, s'il vous plaît. Je passe. Le mythe de leur Afrique est une obscure combinaison de diverses ambitions européennes se développant depuis que ces derniers ont senti que les empires coloniaux pouvaient leur échapper et que l'idée d'intégration européenne progressait. Qu'on note ainsi, chers camarades, que le Nord a toujours eu besoin de sources d'approvisionnement en matières premières. Pour s'assurer qu'il n'y aura jamais de rupture, ces pays riches recourent à la violence armée. L'Afrique subit à la fois la domination politique, militaire et économique des grandes puissances qui lui imposent leurs diktats. Notre continent qui compte 1 milliard d'habitants aujourd'hui, il sera 2 milliards en 2050, a d'énormes défis à relever. Infrastructures, industrie, médias, santé, culture, etc. L'Afrique est donc un vaste marché convoité par toutes les autres nations. Prenons l'exemple de la survie économique de l'Europe, par exemple. Elle dépend du contrôle des marchés africains. Je dis bien du marché africain. Oui, mesdames et messieurs, le contrôle des marchés africains. Ces entreprises doivent
écouler leurs produits manufacturés en Afrique. Et s'il y a 2 ans, les pays du Sud faisaient l'essentiel de leur marché au Nord, le rapport s'est inversé avec la montée en puissance des pays émergents, emmenés par les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Grâce à la dynamique créée par ces nouveaux acteurs, le Sud commerce davantage avec le Sud, même si certains États d'Afrique subsaharienne restent encore relativement dépendants du Nord, notamment dans les domaines de la médecine, de technologie de pointe et de l'armement. Le partenariat Sud-Sud représente une menace pour le Nord, dont la part de marché dans l'économie mondiale est en pleine décroissance. Il lui faut donc s'agripper à l'Afrique. Je répète, s'agripper à l'Afrique, y compris par la violence. Alors certains chefs d'État sont imposés à l'extérieur via des opérations de déstabilisation, déguisées en croisade par la démocratie. Enfin, souligner que par la puissance de leurs médias, les dirigeants étaient diabolisés avant d'être neutralisés. Merci. Chers camarades, pour rebondir sur le sujet de votre stratégie, je vous confirme juste que c'est une très bonne stratégie, vous nous avez bien eu, merci. Il n'est guère discutable que l'Afrique commence doucement, mais sûrement à s'ouvrir au monde qui l'entoure, à oser apercevoir des horizons lointains, aussi improbables soient-ils, à tourner le dos à l'Europe qui, depuis l'aube des temps, n'a cessé de lui extorquer toutes ses ressources. Par ailleurs, et dans le cadre de la mondialisation, l'Afrique a réussi à ouvrir ses portes à d'autres pays différents de l'Europe. Ces dernières années, l'Afrique a ouvert les yeux sur une réalité qui n'est autre que les coopératives avec l'Europe font plus de mal que de bien. C'est pourquoi nous remarquons l'importance des coopératives avec l'Afrique, considérée comme un continent des plus riches, autant au niveau de la main-d'œuvre qu'au niveau des ressources naturelles. La survie économique de l'Europe, par exemple, dépend du contrôle des marchés africains. Et pour revenir sur votre texte, mes chers camarades, je pense que l'argument que vous nous avez avancé n'est pas en votre faveur. Laissez-moi vous l'expliquer. En disant que les coopérations avec l'Afrique, que l'Europe extorque les ressources de l'Afrique, c'est en fait dire que l'Afrique est bien plus forte que l'Europe. C'est en fait dire que l'Europe ne peut pas survivre sans l'Afrique. Alors je pense que c'est plus en notre faveur qu'en la vôtre. S'il y a 20 ans, les pays du Sud faisaient l'essentiel de leur marché au Nord, le rapport s'est inversé avec la montée en puissance des pays émergents, emmenés par les BRICS, et dans la Chine. Prenons l'exemple de cette dernière. La coopération sino-africaine se joue aussi sur le front économique et commercial, avec un accroissement considérable des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays, et une constante augmentation des investissements chinois en Afrique. Les décennies à venir seront une première dans l'histoire. La Chine deviendra le premier partenaire commercial de l'Afrique, place tenue actuellement par les États-Unis et non l'Europe, mes chers camarades. Aujourd'hui, le regard porté sur l'Afrique a évolué et nous assistons depuis les dernières années à un reclassement stratégique du continent, suite aux changements et mutations survenus dans le monde, tels que la globalisation, l'interdépendance et l'apparition de nouveaux acteurs sur la scène internationale, emmenés bien sûr par les pays émergents comme je viens de le citer, qui en moins de 2 décennies ont réussi à ouvrir le porte vers d'autres pays, soit vers d'autres horizons. Chère audience, on peut se permettre de dire que dans quelques années, l'Afrique pourra se défaire de toute coopérative vicieuse avec l'Europe. Et vous, mes chers camarades, je vous invite à saisir la bouée que nous vous lançons afin de vous ramener à la surface de la raison. Merci. Chers camarades, j'ai Bref. Alors, monsieur Ayman, vous avez pris le fait d'avoir déclaré forfait comme une faiblesse. Vous avez tort parce que nous avons préparé tout un débat en 2 jours. Vous l'avez préparé en 2 semaines. Nous sommes un petit peu plus forts que vous. Pour rebondir à l'intervention de mademoiselle Nadin, l'Afrique n'a jamais eu sa vraie indépendance et ne l'aura jamais. Toutes ses infrastructures, sa force économique et militaire dépendent essentiellement de l'aide européenne. Chers auditoires, en parlant de ces 2 continents, l'Afrique et l'Europe, il serait pratiquement insensé de ne pas citer l'immigration dans notre débat d'aujourd'hui, tant qu'elle est un phénomène redoutable et controversé. Chère présence, immigration. Ce concept peut prendre 2 faces différentes. Immigration légale et immigration illégale ou alors clandestine.
À propos de la première face, celle légale, on apprend que l'Afrique est la première région émettant d'immigrés présents en Afrique. Et sachant que ces immigrés se jettent forcément dans le monde du travail pour vivre, ils sont obligés de payer des impôts. Donc ces immigrés aident non seulement leur pays en Afrique, mais aussi les pays européens où ils résident. Passons maintenant à ce qui est plus important dans cette phase, l'exode des cerveaux africains. Ces cerveaux atterrissent en Europe avec des compétences impressionnantes qui offrent beaucoup d'avantages aux pays accueillants, mais aident encore plus leur pays d'origine en termes de devises et d'expérience. Car comme le dit si bien Heath Ledger, on ne fait rien pour rien quand on a du talent. Mesdames et messieurs, la deuxième face de notre concept, celle appelée illégale, a certes des inconvénients, ça c'est sûr. Mes chers camarades, n'oubliez pas que la médaille a deux revers. Plus de 40% de ces immigrés déclarent avoir un emploi la même année de leur arrivée, un pourcentage qui augmente avec le temps. Alors, en général, ces gens-là rejoignent la catégorie productive. Chère présence, enfin, jetons un coup d'œil de l'autre côté de la tente, car les Européens, aussi migrent en Afrique, investissent dans nos pays et contribuent aussi au développement des deux continents. Vous ne pouvez point nier cette dépendance de l'Afrique et de l'Europe. Nous ne pouvons point, nous les Africains, nous développer sans l'Europe. Ils ne peuvent point, eux les Européens, se dépasser de l'Afrique. Merci. Pour plus de détails, chers opposants, laissez-moi vous donner un petit flash info des dernières informations qu'a connues l'Europe économiquement parlant. Absence de plans européens de relance, politique de chacun pour soi, désaffectation citoyenne, solidarité insuffisante envers les pays de l'Est. L'Union européenne n'est pas à la hauteur, mais bien sûr, le mot le plus approprié pour cette situation est que l'Europe est en train de couler. Et bien sûr, ceci est apparent dans différents domaines, social, politique, mais surtout économique, car cette dernière a connu une baisse de 0,1% de son total PIB en 2014 et comme elle en a connu à partir de 2008. Allons voir l'Afrique. L'Afrique, dont les perspectives économiques sont très favorables pour les prochaines années. Les modèles de développement fondés sur l'aide extérieure ou encore l'export des produits primaires ne sont plus adaptés à l'Afrique, qui maintenant a la capacité de se développer par elle-même et de se reconstruire, ce qui a donné des résultats plutôt positifs ces dernières années. Conclusion, Afrique en croissance, Europe en déflation. La cause de ceci est le développement individuel qu'adopte l'Afrique, qui prospère de plus en plus d'ailleurs, car cette dernière commence à comprendre la stratégie de bénéfice individuel de l'Europe, ou plutôt même une fourberie. Europe qui coule, Afrique qui s'enrichit. Mais ceci est carrément contradictoire avec vos propos. Mais bien sûr, cela ne m'étonne guère, car une logique aussi incohérente ne fera qu'impliquer des arguments défaillants. Dorénavant, chers opposants, chers publics, l'Afrique est un continent libre économiquement parlant. Un continent qui a la capacité d'inverser les pôles de la richesse. Oui, c'est vrai que l'Europe s'entête à avoir des relations économiques avec l'Afrique. Oui, l'Europe cherche à nous duper et nous montrer avec un acharnement convulsif que la richesse de l'une implique celle de l'autre. Mais maintenant, l'Afrique a la force et la capacité de se dresser en face de l'Europe et de lui dire que si le courant était trop fort, il faut parfois renoncer à l'affronter. Merci. Mes chers camarades, vous pensez d'une façon idéaliste alors que dans notre réalité, l'Afrique aura toujours besoin de l'Europe pour l'aider dans son évolution économique. Chère audience, honorable jury, monsieur le directeur, chers camarades, l'Europe est dans une position unique vis-à-vis de l'Afrique, à la fois en termes géographiques, historiques, économiques, mais aussi au regard du rôle qu'elle joue depuis 40 ans en matière d'aide du développement. L'Afrique et l'Europe sont voisins, que séparent seulement les 13 kilomètres du détroit de Gibraltar. L'histoire nous a légué un héritage commun. Ce sont des langues en partage, ce sont les contacts et échanges culturels, ce sont mille et un liens denses qu'ont tissés les siècles d'une cohabitation prometteuse. Ce qui renforce ces liens, c'est la constance avec laquelle l'Europe
a été depuis 40 ans le premier donateur d'aide publique au développement. Je dis bien aide sous forme de dons et non pas de prêts. L'ère de la domination colonialiste est révolue et les peuples de l'Afrique prennent conscience de leurs forces et ont conquis leur indépendance. C'est en travaillant avec les Africains que l'Europe trouvera accès à la terre noire pour les aider et non exploiter. Je dis bien pour les aider et non exploiter en ses seuls profits leurs ressources. Depuis le début de notre débat, nous nous sommes concentrés sur le côté matérialiste seulement, parlant principes et valeurs. En inculquant la civilisation européenne en Afrique, nous, Africains, pouvons tirer de nombreux encouragements et enseignements de leur triomphe ultime. Quel encouragement pour l'Afrique de penser que l'Europe est parvenue à renaître de ses cendres, tel le phénix pour s'élever dans les hautes sphères que nous connaissons aujourd'hui. L'Afrique, de son côté, a montré au monde le contraire de leurs attentes quand l'Afrique avait enfin vaincu la colonisation. Le monde s'attendait à un gouvernement conduit par l'amour de la vengeance et la haine. Par contre, les Africains ont suivi le chemin de la tolérance et la paix. Merci. Déjà, mes chers et l'assistance, notre pensée n'est pas idéaliste, seulement parce que je ne vous blâme pas, mais je sais ce qui vous a poussé à dire ceci. Ce n'est que les médias, c'est les médias internationaux. Ils disent que l'Afrique et les pauvres et que la famine, etc., ce ne sont que des problèmes dont on parle toujours. Mais on a peur de parler du vrai potentiel, de cette énergie explosive des jeunes de l'Afrique. C'est ça, on a peur de ça parce qu'à ce moment-là, on aura confiance en nous-mêmes et on développera notre continent. Bon, mesdames et messieurs, qu'on se met d'accord sur une chose, que personne ne peut vous donner la liberté. Personne ne peut vous donner la justice ou la démocratie. Personne ne vous rendra riche et personne n'est dépendant de l'autre. Car ne voyez-vous pas, mesdames et messieurs, que deux personnes ne verront jamais la même chose de la même façon, seulement si l'un des deux est manipulé. Eh bien, aujourd'hui, l'Afrique et l'Europe ne verront jamais le futur de la même façon, car c'est fini l'âge de la manipulation et c'est fini l'âge de l'exploitation. Mesdames et messieurs, il n'y a plus de proie dans ce monde, mais que des prédateurs partout. Et le lion et le tigre, ils ne se sont jamais battus. Certes, ils ont une vision différente des choses, mais ils coexistent et ils se respectent. Et c'est le cas d'aujourd'hui de l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, pour défendre notre position, on avait plusieurs choix à faire. On pouvait défendre la position qui stipule que l'Europe ne coulera pas si l'Afrique coule, mais on a insisté que l'Afrique ne coulera jamais. Ce n'est pas par patriotisme ou par amour ou par admiration, mais c'est plutôt par preuve et par logique. Car ne serait-ce qu'un panafricanisme modéré et aussi une coopération transparente avec d'autres partenaires sans dépendre à eux, et ceci nous donnera un continent africain indépendant avec son oui et son non. Récemment, novembre dernier, j'étais au Global Entrepreneurship Summit à Marrakech et j'ai vu la face brillante de l'Afrique. J'ai vu une Afrique qui a vraiment des entrepreneurs qui sont passionnés et curieux des problèmes dont l'Afrique souffre tellement. Eh bien, je vous garantis, Inch'Allah, que ces entrepreneurs et que nous et que cette énergie explosive de ces jeunes Africains mènera à la réalisation des rêves inachevés de plusieurs personnes qui ont tellement lutté pour l'Union africaine, telles que le Mehdi Ben Barka, Patrice Lumumba et bien sûr Nelson Mandela. Donc voilà, je rêve de cette Afrique et je suis sûr qu'on aura, Inch'Allah, ces résultats. Merci. On va donc laisser le jury délibérer. En attendant, je cède la parole à monsieur le directeur. Ils sont en train d'hésiter, personne ne veut se lever pour saluer l'autre. Vous avez remarqué ça? Saluez-vous. Qui va se lever le premier? Le débat est fini, hein?
Très bien, donc, pas besoin de revenir sur la qualité de la prestation de part et d'autre. En tout cas, ceux parmi vous qui ont assisté aux deux débats ont remarqué la ressemblance par rapport à la thématique débattue. Et le lien qu'il y a entre les deux thèmes, de toute façon, c'est des thèmes et des sujets qui vont être récurrents et qui vont certainement nous concerner pour des années à venir, parce que ce sera toujours des sujets d'actualité. Hein, et encore une fois, quel que soit le domaine dans lequel vous allez exercer les uns et les autres, vous aurez toujours à considérer cette relation entre l'Europe et l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Pas de mots particuliers par rapport à la qualité de la prestation. Je vais laisser donc le jury choisir en son âme et conscience. Ceci étant dit, je tiens tout simplement à profiter de cette occasion pour vous annoncer et vous rappeler que l'année prochaine, au sein de votre école, il va y avoir une première au sein de Round Square, qui est l'organisation de la première conférence qui va relier les deux continents. À chaque fois, donc, dans l'organisation Round Square, il y a soit une conférence internationale qui est organisée quelque part, et donc l'année prochaine, en octobre, elle est organisée à Singapour. Donc il y a déjà 6 candidats, 6 élèves qui se sont présentés pour y aller. Mais en mars 2016, entre le 10 et le 15 mars, au sein de votre établissement, il va y avoir une première conférence qui va relier deux continents, qui va joindre deux continents. Ça ne s'est jamais fait au sein de Round Square. Donc soit il y a une conférence européenne, régionale, soit il y a une conférence régionale africaine, soit il y a une conférence internationale où toutes les régions sont réunies, mais jamais une conférence n'a réuni deux continents. Et le thème de cette conférence, justement, que nous allons avoir au mois de mars prochain, c'est « Together for a Common Future ». Donc ensemble pour un avenir commun, d'accord, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, indépendamment du fait de s'enrichir ensemble ou de couler ensemble, il est indéniable de toute façon, quelle que soit l'évolution de l'histoire, qu'il y aura un avenir commun entre l'Europe et l'Afrique, pour ne pas dire un avenir commun de toute l'humanité de toute façon. Mais certainement un premier plan, on va dire, commun entre l'Afrique et l'Europe. Et ça nous concerne de prime abord parce que nous sommes la porte de l'Afrique et bien évidemment aussi pour les Africains, la porte de l'Europe. Ou pour les Africains subsahariens, la porte de l'Europe. D'accord ? Donc nous avons un rôle très important à jouer. Ça, le Maroc l'a compris depuis très longtemps, enfin depuis pas très longtemps, mais il a fini par le comprendre. Nous sommes dans un carrefour et nous avons un rôle très très important à jouer à tous les niveaux, qu'ils soient économiques, social, culturel et j'en passe. Et nous allons bien évidemment à notre niveau, au niveau de votre école, commencer, Inch'Allah, l'année prochaine, par cette conférence, d'accord, entre les écoles européennes et les écoles africaines de l'organisation Round Square. Félicitations encore une fois. Bravo.